70, le deuxième était Salut mes petits loulous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous n'avez pas pris trop d'embonpoint à cause de la traditionnelle bûche de Noël au moka bien riche en beurre de Mamie Albertine ou de l'inévitable pudding gorgé de sucre et de rhum de Tati Colette. Bref, c'est avec une immense joie que je vous accueille une fois de plus chez moi dans l'univers du Commodore 64 pour cette première édition de l'année 2022. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 13e édition. C'est quoi cette intro de merde que tu viens de nous faire là, Olivier? Oui, excusez-moi. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 13e édition. Pour commencer cette nouvelle fournée du mois de janvier, c'est Megastyle qui ouvre le bal avec leur tout dernier jeu Ape Shit, dans lequel vous êtes un singe qui veut manger des bananes. Sauf que malheureusement, dans les arbres il y a aussi des insectes et vous détestez les insectes. Vous allez devoir essayer d'attraper les bananes qui apparaissent de temps en temps en sautant d'un arbre à l'autre tout en faisant attention de ne pas toucher ces maudits insectes qui se déplacent avec leurs horribles petites pattes sur le tronc des arbres. Le singe se commande juste avec le bouton de tir. Celui-ci vous permet de sauter d'un arbre à l'autre. Sur l'arbre de gauche, le singe glisse de haut en bas, tandis que sur l'arbre de droite, il grimpe. Faites attention de ne pas attendre trop longtemps avant de sauter, sinon soit vous sautez trop bas et votre singe tombe, ou soit vous sautez trop haut et il se cogne la tête sur les branches du dessus et il tombe également. Vous récoltez des points à chaque fois que vous sautez d'un arbre à l'autre et à chaque fois que vous attrapez une banane. Vous l'avez compris, Ape Shit est un jeu de scoring et les parties ne durent en général pas très longtemps. Bien que le gameplay de ce jeu soit hyper limité, on peut noter que les graphismes ont profité d'une attention toute particulière tellement ils ont été soignés. Quant aux musiques, il n'y a pas photo, les compositeurs ont vraiment du talent. Ape Shit est disponible gratuitement sur le site itch.io de Megastyle. Le lien vous attend... Il vous attend où ? Mais non, pas dans le trou du cul du singe, voyons un peu de tenue tout de même. Le lien se trouve dans la banane qui elle-même se trouve dans la description de la vidéo. Enfin. Les Raiders of the Lost Empire reviennent avec leur 7e Boulder Dash Junior. Dans ce nouvel opus, les choses sont claires. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de collecter un seul diamant. Oui, un seul diamant certes, mais vous vous doutez bien qu'il sera soigneusement caché et que vous allez devoir très souvent vous creuser les méninges pour le trouver. Pour augmenter encore d'un cran la difficulté du jeu, la case qui à l'origine clignotait pour vous indiquer la sortie du niveau est à présent fondue dans le décor, car désormais plus rien ne la distingue des autres. À vous de la retrouver dans le temps imparti, sinon c'est la mort assurée. Le jeu contient 25 caves méticuleusement bien pensées avec des mécaniques différentes et parfois bien tordues.
Boulder Dash Junior 7 vous occupera durant de nombreuses heures car vous allez sûrement tourner en rond pendant un bon moment dans certaines caves avant de trouver ce qu'il faut faire pour récupérer votre précieux diamant. Le jeu est disponible gratuitement sur le site csdb.dk. Le lien vous attend au fin fond d'une grotte humide et lugubre. Non, je ne pense pas à la même chose que vous, bande de petits coquins. Hein ? Si je vous parle aujourd'hui de 8-Bit Slicks, c'est que ce très sympathique jeu de course automobile développé entre 2017 et 2018 vient d'avoir une mise à jour pour la version Commodore 64. Ce jeu est une adaptation d'Anthony Bocan, alias 8-Bit Dude, du jeu Slicks and Slides de Timo Kopinen sorti sur PC dans les années 90. Sachez également que ce jeu a été converti sur plusieurs plateformes différentes ayant le même CPU. Vous pourrez donc y jouer également sur Apple IIe, Atari 8-bit, Atari Lynx, Auric, ainsi que sur la Nintendo NES. La particularité de 8-Bit Slicks, c'est qu'en plus d'y jouer de façon classique, vous allez pouvoir y jouer en ligne, et pas seulement qu'avec des joueurs C64, mais avec n'importe quelle autre machine sur laquelle 8-Bit Slicks a été adapté. Dans la version gratuite, vous aurez tout de même le choix entre 10 circuits différents avec des sauts, des obstacles, des croisements, etc. etc. La possibilité de jouer en mode local seul ou à 2 joueurs, avec le choix d'ajouter 2 ou 3 adversaires pilotés par l'ordinateur, ou en ligne jusqu'à 4 adversaires humains. Le jeu est disponible gratuitement en version shareware. La version complète comprendra 22 circuits différents et un système de classement en ligne. Mais là, il faudra patienter. Les précommandes sont ouvertes et il vous en coûtera 15$ pour la version des maths et 45$ pour la version boîte disquette. Notez au passage que si vous voulez jouer en ligne avec un vrai Commodore 64, vous avez la possibilité d'acheter le 8-Bit Hub, qui est un accessoire qui vous permettra, en plus de plein d'autres choses, de connecter le Commodore 64 au serveur du jeu. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site 8bit-6unity.com, là tout est expliqué. Sachez que cet accessoire est vendu au prix de 124$ sans les frais d'envoi bien évidemment. Une autre alternative existe, il s'agit de la carte réseau RRNet MK3 vendue chez Individual Computer au prix de 66€. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous voulez essayer 8-Bit Slicks, alors rendez-vous dans la description de la vidéo mes petits loulous. Cloak of Darkness, réalisé à l'origine par Roger Firth, est juste une histoire courte utilisée pour tester un moteur de jeu d'aventure texte. En effet, si Marco Giorgini, que vous connaissez déjà puisque j'avais parlé de lui le mois dernier pour son jeu Santa's Wrath Issue, qui, je tiens à le souligner, est son premier jeu sur C64. Eh bien, si Marco a utilisé Cloak of Darkness, c'est pour tester le moteur sur lequel il travaille pour son nouveau projet de jeu d'aventure interactif. Marco a très gentiment accepté de me parler de son projet naissant. L'histoire du jeu sera surnaturelle et répondra au nom de code Once They Have Seen Us. Si je traduis, cela veut dire une fois qu'ils nous ont vus. L'intrigue se déroule en Italie, plus précisément à Modena, la ville où Marco vit depuis son enfance. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer car le jeu est vraiment au tout début du développement. Marco a pu m'envoyer malgré tout quelques visuels. On peut remarquer que les illustrations seront faites à partir de photos prises par lui-même lors de repérage. Marco m'a précisé que ces images sont vraiment préliminaires et qu'elles seront peut-être modifiées dans la version définitive.
L'aventure commence lorsque vous revenez dans cette ville après un long moment d'absence à cause d'une lettre étrange et urgente que vous avez reçue d'un vieil ami de l'université qui vous dit être en grave danger. Il va donc falloir que vous le rencontriez, mais je ne vous en dirai pas plus. Marco a une idée approximative de toute l'histoire, y compris de la fin, mais il n'a pas encore écrit le déroulement de l'ensemble du jeu, qui selon lui pourrait être en 2 ou 3 parties en fonction de sa taille. En travaillant sur le moteur, il a commencé à écrire d'autres éléments et pour l'instant il n'est pas tout à fait sûr de poursuivre le plan original qu'il s'est fixé au départ. Au moment où vous regardez votre émission de news préférée, l'écriture de l'histoire devrait être terminée. Après, il restera toute la partie codage, l'intégration des images, etc. Le but de Marco est de proposer une aventure avec une illustration différente par lieu et situation, avec quelques images supplémentaires pour des personnages ou des objets spécifiques. Moi qui aime les jeux d'aventure texte, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur cette intrigante histoire. Je ne manquerai pas de reparler de ce projet quand il sera bien avancé. Marco est aussi sur un autre projet de jeu d'arcade action, mais ceci est une autre histoire, mes petits loulous. Si vous aimez les shoot'em up, alors Retaliate CE pour Community Edition devrait sûrement vous plaire. En tant que dernier survivant de la bataille d'Ayo, votre vaisseau spatial sombre dans l'obscurité avec toutes ses munitions épuisées. Échoué en dehors du système solaire, votre seul refuge est la station militaire de l'Alliance, en orbite autour de la planète rouge. Mais entre vous et cette station militaire, il reste du chemin à parcourir. Un chemin durant lequel vous devrez traverser des zones extrêmement dangereuses, où vous croiserez beaucoup de vaisseaux ennemis, des mines spatiales mortelles et des champs d'astéroïdes. Vaillants héros de l'espace, soyons réalistes. L'échec est presque inévitable, mais la reddition n'est pas une option. Vous devrez utiliser toutes les compétences que vous avez acquises pendant votre séjour à la Martian Space Academy. Frayez-vous un chemin et esquivez toutes les attaques ennemies. Utilisez votre bouclier à bon escient afin d'absorber les tirs ennemis pour pouvoir riposter, mais attention, votre bouclier ne fonctionne qu'un certain laps de temps. Techniquement, le jeu est très fluide, les graphismes sont plutôt variés et les ennemis nombreux. Il vous faudra un petit temps d'adaptation car le bouclier s'active en tirant le joystick vers le bas et il faut le maintenir enfoncé pour que le bouclier reste actif. Petit plus, plutôt sympathique, dans l'écran titre, vous avez la possibilité d'entrer dans le hangar, ce qui vous permettra de modifier la couleur de votre vaisseau et du bouclier. Vous pourrez aussi sélectionner un autre modèle de vaisseau, mais pour cela, il faudra avoir marqué 1000 points en mode easy, puis 1000 points en mode normal et 1000 points également en mode extrême, alors bon courage! Sur cette page, vous allez pouvoir aussi choisir si vous préférez jouer avec ou sans la musique ou avec ou sans les bruitages. Le jeu est disponible gratuitement sur le site GitHub de Marcello LV Cabral. Le lien vous attend dans la description galactique de la vidéo. Je vous l'avais annoncé dans les news de septembre 2021 et le voici enfin terminé. Il s'agit de Robot Jet Action dans lequel vous contrôlez un petit robot équipé d'un jetpack
et qui doit récupérer des étoiles et toutes sortes d'objets qui ont été volés dans le monde des jeux rétro par un méchant robot démoniaque. Le jeu comporte 5 planètes différentes, la planète Monsterland, la planète Rick, la planète classique, la planète Bubble et la planète Flashback. Chaque planète fait référence à un ou plusieurs jeux rétro. Et vous pouvez choisir n'importe quelle planète sur laquelle vous voulez jouer, ce qui est vraiment sympa de la part des développeurs, car le niveau de difficulté du jeu est quand même assez élevé, et si vous deviez commencer par la première planète et obligatoirement la terminer pour passer à la suivante, je pense que vous auriez rapidement balancé votre joystick dans votre superbe moniteur couleur Commodore 1702, ce qui aurait vraiment été une grosse connerie. Bref, le jeu comporte pas moins de 35 niveaux différents avec un niveau spécial boss à la fin de chaque planète. Je tiens personnellement à vous dire que ce jeu est très énervant. Pour ma part, je perds tout le temps, mais j'ai toujours envie d'y rejouer. Les graphismes, comme vous pouvez le voir, sont fins et soignés avec le jeu de couleurs du Commodore 64 très bien utilisé. Le jeu est compatible avec The C64 Mini, Maxi et avec la SD2IEC, bien entendu également avec la 1541 Ultimate, l'Ultimate 64 ainsi que la cartouche Kung Fu Flash. Et cela va de soi, également avec un vrai Commodore 64. Robot Jet Action est disponible gratuitement sur la page itch.io de Thomas Carrion Mielnik. Le lien de téléchargement est disponible dans la planète Commodore 64 située dans la galaxie de la description de la vidéo. Rappelez-vous, l'année dernière, dans les news du Commodore 64, je vous avais parlé du jeu Babylon's Ark, un jeu dans lequel nous étions dans un énorme vaisseau spatial et devions aider des robots à réparer des avaries. Il fallait trouver des pièces de rechange en allant parler et rendre des services aux membres d'équipage, un jeu de recherche et de dialogue que j'avais bien aimé. Eh bien, Boxed Away a été développé sur la base du même moteur que Babylon's Ark. Sauf que l'histoire n'a plus rien à voir puisque vous êtes une sorcière désespérée qui doit retrouver son chat. Le principe du jeu reste le même, mais dans cette aventure, vous êtes dans un monde bucolique et allez devoir enquêter sur la disparition de votre petit minou en allant interroger les personnes que vous rencontrerez. Certaines d'entre elles ne vous aideront pas tant que vous n'aurez pas résolu leurs problèmes. Un petit jeu bien pensé qui est assez simple à terminer. Comptez moins d'1 heure pour en venir à bout. Ce jeu pourrait être un très bon exercice pour les enfants voulant pratiquer l'anglais, car dans l'ensemble, les dialogues sont très faciles à comprendre. Sachez qu'une version en allemand est également disponible. Boxed Away est gratuit et disponible sur le site itch.io. Si vous aimez les minous, le lien vous attend dans la description de la vidéo. Je suis sûr que certains d'entre vous ont eu une console Vidéopack dans leur jeunesse et ont forcément dû connaître le fameux Pac-Man de la console, baptisé glouton et vorace dans nos contrées. Et si vous aviez eu la chance de posséder le puissant Philips VG5000, alors là c'était carrément une version totalement optimisée pour l'ordinateur. Si je vous parle aujourd'hui de ce jeu, c'est qu'il fait l'objet d'une adaptation sur Commodore 64. Frédéric, qui est le développeur de la version C64, s'est basé sur la version d'origine de 1981 d'Ed Averett.
Allez, petit trivia, saviez-vous pourquoi en Amérique du Nord, la version Magnavox Odyssey de ce jeu s'appelait KC Munchkin? Eh bien tout simplement parce que le président de Philips Consumer Electronics à l'époque était Kenneth C. Mencken. Ce titre lui faisait donc référence. La suite de KC Munchkin, qui s'appelle KC Crazy Chase, a aussi porté ses initiales. Pour en revenir à notre Munchkin 64, Frédéric a repris le même concept de jeu, mais il y a deux modes différents. Le mode original et le mode arcade. Dans le mode original, la partie se déroule toujours sur le même labyrinthe avec une vitesse de plus en plus rapide et de moins en moins de temps pour manger les friandises. Pour la version arcade, le nombre de niveaux n'a pas encore été décidé, mais il sera d'au moins 64. Divers éléments seront introduits dans le jeu comme des bombes qui doivent être mangées avant qu'elles n'explosent, des niveaux avec jusqu'à 7 fantômes sans super friandises, ainsi que d'autres choses à découvrir. La partie commence avec 3 vies, d'autres vies pourront être gagnées par la suite pour un maximum de 5. Dans le mode arcade, les fantômes réagiront de façon plus intelligente que dans la version classique et le seront de plus en plus en fonction de votre progression dans le jeu. Un éditeur de labyrinthe sera également présent ainsi qu'un générateur de labyrinthe aléatoire. Autrement dit, voici un jeu qui n'aura de limite que votre esprit de création. Le jeu sera en version PRG et en version D64. Sachez que dans cette dernière, il sera possible de sauvegarder vos scores, les labyrinthes que vous aurez créés, ainsi que votre progression dans le mode arcade pour éviter à chaque redémarrage du jeu de devoir tout se retaper. Au niveau du développement, Frédéric m'a précisé que tout le code était en place, qu'il restait à faire la conception des niveaux du mode arcade, de faire des tests et l'implémentation de la musique et des effets spéciaux. Le jeu devrait sortir gratuitement si tout va bien en février, avec la possibilité de faire un don à la recherche contre le cancer. Et ça, c'est beau mes petits loulous. Si vous connaissez un certain Q*bert, alors Exced ne devrait pas trop vous dépayser, puisque ce dernier est basé sur le même principe. Sauter sur des cases pour les faire changer de couleur, tout en faisant attention aux ennemis qui cherchent sans cesse à nous faire perdre nos précieuses vies. À la différence de Q*bert, ici les niveaux se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, au fur et à mesure de votre progression, la taille et la forme des niveaux seront différentes. Certains ennemis peuvent être tués en leur sautant dessus. Par contre, la tête de mort, elle, est invincible. Vous avez la possibilité de faire un double saut en appuyant en même temps sur le bouton du joystick. Ce saut vous sera indispensable pour atteindre le deuxième plan de certains niveaux. Dans l'ensemble, Exced est un jeu très agréable à jouer. La version démo que les Kickstarters du Zap 64 Annual 2022 ont eu la chance d'avoir sur le cover disc comporte 6 niveaux. Paul Nichols, le développeur d'Exced, m'a indiqué qu'il y aurait peut-être 64 niveaux dans la version définitive, ce qui devrait nous occuper un bon moment. Paul est actuellement en train de corriger quelques bugs et espère pouvoir sortir son jeu si tout va bien pour le mois de mars en format cartouche. Une édition en boîte est envisagée, mais je n'en sais pas plus à ce sujet. Pour le moment, la version démo 3, livrée avec Zap 64 Annual 2022, n'est pas disponible. Seules des versions plus anciennes sont téléchargeables actuellement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Depuis déjà un petit moment, il est impossible de ne pas parler des réalisations de Richard Bayliss. Tous les mois, il nous sort quelque chose. Eh bien, le mois de janvier ne dérogera pas à la règle puisque ce mois-ci, c'est Lane Crazy qu'il vient de terminer. Le principe du jeu est très simple, 4 pistes avec 4 boules que l'on peut déplacer vers la gauche ou la droite afin d'éviter des trous. Chaque boule se contrôle avec les touches du clavier.
C'est un jeu de scoring, vous l'avez bien compris, le but sera d'aller le plus loin possible, sachant qu'évidemment, plus on va loin, plus ça va vite. Le jeu est composé de 8 niveaux avec des graphismes légèrement changeants. Dans un premier temps, Lane Crazy ne sera disponible qu'avec le prochain magazine Zap 64, c'est-à-dire le numéro 6 qui devrait sortir pour la mi-février normalement. Si vous n'êtes pas abonné à ce magazine, il faudra patienter 2 semaines après sa sortie pour pouvoir télécharger Lane Crazy sur la page itch.io de Richard. Le lien de la future page de téléchargement où vous pourrez avoir le jeu est dans la description de la vidéo. Paper Plane est un tout petit jeu dans lequel vous pilotez un avion en papier et vous devez récolter des pièces jaunes sans vous faire toucher par les autres avions. Pour vous aider à marquer des points dans ce casual game, vous pourrez récolter quelques items pour ralentir les avions ennemis, pour les faire sortir de l'écran et un autre pour devenir invulnérable durant quelques secondes. Vous pouvez soit directement jouer à ce jeu dans votre navigateur internet ou le télécharger gratuitement sur la page itch.io de Arla Games. Le lien se trouve dans un avion en papier qui a virevolté au gré des vents pour atterrir en douceur dans la description de la vidéo. Ça, c'est de la poésie, mes petits loulous. Vous êtes Sparlock, un guerrier, et le royaume de Toffelbard a été envahi par les forces de la lumière noire. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Enfin, il est de votre devoir de rétablir l'ordre dans le royaume et de vaincre les Neufs de Wormwood. Au cours de votre route, vous allez devoir combattre des scorpions géants, des squelettes, des sorcières et d'autres personnages tout aussi sympathiques. Si vous aimez les dragons, alors vous en rencontrerez peut-être un, à condition d'être vaillant et intrépide. Durant votre boucherie, vous devrez ramasser toutes sortes de bonus de points. Une vie supplémentaire vous sera gracieusement offerte tous les 10 000 points. Le jeu a été réalisé grâce au logiciel Shoot 'em Up Construction Kit et globalement, je dirais qu'il est plutôt sympa. Mais il y a quelques petites choses qui me gênent un peu dans ce jeu. Ce n'est pas une critique, mais plus un avis et un ressenti de ma part. Je vous explique. Dans la partie basse de l'écran, quand notre personnage se déplace de haut en bas, tout va bien. Mais dès que le scrolling se déclenche, le personnage tremblote et j'ai une impression de progression au ralenti. On dirait que le scrolling est trop lent. Ou est-ce que c'est à cause d'un manque de fluidité que ça donne une impression de ralenti ? Je ne sais pas. Est-ce un problème dû à Shoot 'em Up Construction Kit ? Je ne sais pas non plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, histoire de voir si je suis le seul à avoir remarqué ça. J'ai remarqué autre chose. Pour tirer dans une direction, votre personnage doit avancer dans cette direction, sinon il ne tire pas, sauf pour tirer vers le haut. Donc si par exemple vous êtes contre un obstacle situé à votre droite, vous ne pourrez pas tirer à droite ou en diagonale vers cette direction. Il vous faudra aller vers la gauche pour que votre personnage se déplace légèrement et revenir vers la droite tout en tirant, mais dès que vous serez à nouveau contre cet obstacle, votre tir sera à nouveau bloqué. Est-ce que c'est fait exprès pour ajouter une difficulté au jeu ? Peut-être, pourquoi pas. Ou est-ce à nouveau une limite de suck, ce qui est fort possible ? Je n'en sais rien. Bref, malgré ces quelques petites remarques, Castles and Monsters reste un bon jeu. Et pour ma part, quand je commence à y jouer, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Dès que je perds, j'ai toujours envie de refaire une autre partie. Et ça, ce n'est pas donné à tous les jeux, croyez-moi mes petits loulous. Le niveau de difficulté n'est pas très élevé au départ, mais il augmente légèrement au fur et à mesure de votre progression. Castles and Monsters est un jeu gratuit, alors on dit merci à son auteur, W.E. Devilliers. Le lien de téléchargement, trouvé dans un sarcophage millénaire lors de la construction du Futuroscope, se trouve dans la description de la vidéo, les petits loups.
Si Eric, le développeur de Steam and Sorcery, a décidé de faire un jeu sur Commodore 64 aujourd'hui, c'est parce que ce fut l'ordinateur de son enfance qu'il a eu en cadeau à Noël. Il fut tout de suite fasciné par cette formidable machine et par les jeux qu'il avait eus avec, mais aussi par les listings de programmes à taper qu'il a découverts dans le magazine allemand 64 heures. La capacité de taper lui-même quelque chose sur le clavier et de pouvoir y jouer par la suite avait une étrange fascination pour lui. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait vraiment, mais cela lui donnait l'impression qu'il créait lui-même quelque chose. C'est exactement ce que je ressentais à l'époque quand je recopiais et modifiais les programmes de jeu de notre magazine hebdogiciel national. Je m'amusais à changer les sprites, à mettre mon nom à la place de l'auteur ou à écrire des conneries à la place du célèbre Game Over. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont dû faire la même chose. Eric s'est rapidement mis à apprendre le basique et malgré son jeune âge, 9 ou 10 ans d'après lui, il avait fait une sorte de clone de pirate. Mais cela n'a jamais été très loin. Il a vite compris que s'il voulait vraiment s'y mettre, il fallait qu'il apprenne le langage machine. Mais à l'époque, cela s'est avéré trop compliqué pour lui. Eric est passé ensuite à l'Amiga et a laissé de côté le codage pour se mettre au graphisme avec le célèbre Deluxe Pen 4. De nos jours, après s'être procuré un The C64 Maxi à un bon prix, Eric s'est remis dans l'idée de réapprendre l'assembleur, mais cette fois-ci avec quelque chose de concret. Steam and Sorcery. Le pitch du jeu nous emmène dans le début des années 1900 où vous êtes à bord d'un paquebot à vapeur qui a été aspiré par un portail magique vers un autre monde. À partir de là, les passagers du navire ainsi que l'équipage tentent de s'adapter au nouvel environnement tout en cherchant un moyen de rentrer chez eux. Vous allez devoir créer une équipe de 5 personnes et partir à l'aventure, explorer des donjons, combattre d'étranges créatures, interagir avec certains personnages et trouver des indices sur la façon de retourner dans votre monde. Eric s'est beaucoup inspiré des jeux comme The Bard's Tale et Might and Magic qui est son RPG préféré et sur lequel il a énormément joué. Pour l'instant, il ne sait pas vraiment comment il va gérer les combats dans le jeu, mais ils seront très certainement au tour par tour. Le développement du jeu n'en est qu'à ses balbutiements, mais il y a quand même quelques visuels assez cool à vous montrer. Eric m'a très gentiment envoyé un exécutable avec la version actuelle du moteur de base pour que vous puissiez voir son travail. En ce moment, il travaille sur une version visuelle plus impressionnante, mais il doit encore optimiser l'utilisation de la mémoire de ces nouvelles tiles, car pour l'instant, elles utilisent plus de la moitié de la mémoire disponible. Tout cela est vraiment très prometteur, surtout que je suis vraiment très friand de ce genre de jeu, voyez-vous ? Pour l'instant, le principal objectif d'Eric est d'améliorer le moteur du jeu et d'en faire une nouvelle version pour la mi-mars. Il voudrait sortir le jeu en chapitres courts afin de pouvoir proposer quelque chose aux joueurs sans qu'ils aient à attendre trop longtemps. Actuellement, il pense qu'il pourrait sortir le premier chapitre dans environ 1 an à peu près. Le développement de son jeu étant un loisir, tout cela dépend évidemment de son temps libre. Soyez assurés que je vais surveiller de près le développement de ce petit bijou et dès que j'en saurai davantage, vous en serez les premiers informés, mes petits loulous. Et voilà, c'est déjà terminé. Comme vous avez pu le voir, les actualités du Commodore 64 ont été beaucoup moins fournies ce mois-ci. C'est tout à fait normal puisque beaucoup de développeurs ont mis le paquet pour sortir leur jeu au mois de décembre. Le mois de janvier a toujours été un mois très calme dans l'industrie du jeu vidéo et a fortiori pour le Commodore 64. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous le mois prochain pour la 14e émission avec encore de nouvelles choses en prévision. Comme tous les mois, après le générique de fin, vous trouverez une superbe démo.
Après cela, dans ma grande générosité, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, Le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.